Bonjour à tous et bienvenue au 13h, les titres du journal. On connaît désormais les députés qui vont siéger au Conseil économique et social. Ils ont été désignés au cours de la 3e session extraordinaire 2024 qui a pris fin hier lundi au Palais des gouverneurs. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Le groupement intercommunal des collines a désormais un nouveau siège à Dassazoumé. L'infrastructure a été inaugurée pour marquer les 20 ans d'existence du groupement. Et puis l'édition 2024 de la Coupe des Nations de volleyball s'est achevée. L'événement qui a eu lieu à Parakou a réuni 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Nigeria. On en parle dans ce 13h. Les membres devront siéger au Conseil économique et social pour le compte de l'Assemblée nationale sont désormais connus. Ils ont été désignés au terme d'un long processus qui a pris fin hier lundi au Palais des gouverneurs. Firmin Bassao. Entamé depuis la séance plénière du 12 septembre 2024, ce n'est que ce lundi 23 septembre que le processus devant aboutir à la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil économique et social a fini par aboutir. De la définition de la clé de répartition au choix des personnes, l'équation n'a pas été facile à résoudre pour les parlementaires. À l'arrivée, une liste unique adoptée par les députés, 99 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Au niveau national, ils sont 3 à être désignés à raison d'un membre par groupe parlementaire et à l'échelle départementale 48 membres. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du lundi 23 septembre 2024 par 99 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention les personnalités devant siéger au Conseil économique et social, CES, au niveau départemental et national. Au niveau national, Amouda Issifou Razaki, Golou Emmanuel, Tigri Alassani. Le 3e point à l'ordre du jour, concernant la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, fera l'objet d'un séminaire d'imprégnation avant étude. Ouverte le mardi 10 septembre 2024, la 3e session extraordinaire a été clôturée conformément à la réglementation. Et dans le cadre de sa tournée auprès des institutions de la République, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les enjeux liés à la régulation des médias au Bénin. Ensuite, Édouard Loko à sa sortie de l'audience. C'est une cour commune et je suis le dernier locataire venu, mais je ne suis pas venu voir n'importe quel locataire. Vous savez que dans les maisons en location, il y a toujours quelqu'un de très important, c'est lui que le propriétaire consulte même avant de prendre de nouveaux locataires. C'est le président de l'Assemblée nationale, parce que pour nommer le président de la HAC, on consulte le président de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas n'importe quel locataire, c'est le locataire le plus important qu'on consulte avant de prendre les locataires comme moi que je suis venu saluer et remercier, et requérir ses bénédictions. Et on s'est déjà vu, puisque on se connaît quand même. Le président me fait l'honneur d'une vieille amitié. En tout cas, faites-moi confiance. À la fin de mon mandat, l'Église sera vraiment au milieu du village et le président m'a dit toute sa disponibilité à nous accompagner. Mais puisque l'Assemblée nationale, c'est les lois. Donc c'est accompagnement législatif et tout et tout. En tout cas, le président il m'a dit toute sa disponibilité et j'ai l'intention d'en user et d'en abuser. Édouard Loko qui a à son tour reçu en audience les associations professionnelles des médias au Bénin, une occasion pour les hôtes du président de la HAC d'évoquer la croissance et la stabilité des entreprises de presse. Rachad Moussa, Françoise Nissou et Saint-Tiche Quincpon. Un début de semaine chargé pour le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Plusieurs responsables d'associations de presse ont été reçus en audience. Au menu des échanges, civilité et autres sujets clés de la vie des médias au Bénin. Nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment œuvrer pour l'amélioration de la vie des médias
de la vie des entreprises de médias au Bénin. Nous avons rencontré le président de la RAC pour lui parler un peu de nos conditions de vie dans les organes de presse où nous intervenons. Nous sommes des personnes handicapées visuelles en République du Bénin ici, à intervenir sur quelques chaînes de radio et télévision, mais nos conditions de vie sont encore un peu précaires, je dirais. Occasion pour l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, de revenir sur la corrégulation entre organes. Quel va être le partenariat ou la relation entre l'ODEM et la RAC à travers ce que nous pouvons appeler la co-régulation. Si hier, cette co-régulation était une croix barrière, aujourd'hui, nous venons d'entendre du président que nous allons fonctionner, nous allons faire activer cette co-régulation. Et c'est très, très, très important pour nous. D'abord, il était question de présenter l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui a été installée après la signature des conventions entre la RAC et plusieurs médias en ligne. Nous avons soumis nos préoccupations qui sont entre autres l'assainissement du secteur des médias en ligne. C'est 56 médias en ligne qui sont autorisés, mais sur le terrain, il y en a plus qui exercent et qui font une concurrence déloyale à nous qui avons les licences légales, qui avons subi un certain nombre de processus pour avoir la convention avec la RAC. Donc nous avons soumis cette situation à la haute autorité. Nous avons également parlé de la formation. Avec à sa tête Édouard Loco, la 7e mandature de la RAC a été installée le 22 juillet 2024 pour un mandat de 5 ans. Une interrogation à présent. À quoi ressemble le système sanitaire béninois aujourd'hui? Réponse avec le ministre de la Santé au cours d'une émission diffusée sur nos antennes. On suit Benjamin Rompati. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. Les populations n'avaient pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. Dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes. L'ensemble des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldé. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. Le gouvernement a mis en place un programme, ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays. Pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Nous avons, depuis 2016, lancé vraiment un vaste programme sur les ressources humaines. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maternité du pays qui ne dispose pas d'une sage-femme, la grande majorité des cas, ou tout au moins d'une infirmière qui ait toutes les qualifications requises pour pouvoir accoucher les femmes. Aujourd'hui, il y a 113 centres de santé d'arrondissement qui ont été totalement médicalisés. Parce qu'on s'est dit que pourquoi est-ce que la population de X ou Y n'aurait pas une chance de pouvoir se faire soigner par des médecins un jour? Aujourd'hui, nous avons plusieurs de nos compatriotes médecins ou paramédicaux qui sont en stage actuellement ailleurs pour pouvoir avoir le renforcement de compétences nécessaires et venir servir notre pays. Le gouvernement a pris en charge totalement les interventions de chirurgie cardiaque. Et nos compatriotes médecins paramédicaux qui sont actuellement en stage sont pris en charge également entièrement par le gouvernement. Et sachez, mesdames et messieurs, que les habitants de plusieurs quartiers de Cotonou sont de plus en plus engagés dans le processus d'assainissement de leur environnement. Ils ont participé au concours Cotonou Ville Propre. L'initiative est portée par l'ONG Ville Propre et la mairie de Cotonou. Gloria Oni, Jules Akwaïko.
Une ville propre, carrefour de la santé publique, d'un environnement sain et d'une bonne attractivité touristique. Ce concours, qui se déroule entre quartiers, vise à sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques. Tous les partenaires qui sont autour de nous, qui nous accompagnent pour le projet, pour sensibiliser la population, pour donner des bons comportements, parce qu'il y a tout ce que le gouvernement fait déjà dans la ville de Cotonou, c'est énorme. Les routes, tout ça, il faut les entretenir. Donc suite à ça, nous avons initié ce concours pour donner de bons comportements à notre population et les motiver aussi à rendre le quartier propre. Quand on est propre chez soi, c'est que dehors aussi, il faut rendre au moins le dehors aussi propre. Donc je pense que le concours, on va résumer en quelques minutes. Si on l'a lancé, tout le monde a suivi que c'est une compétition. Un suivi efficace va permettre d'ajuster les stratégies de nettoyage et de garantir un environnement urbain agréable. Le concours n'a pas pris en compte tous les quartiers des arrondissements. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai eu la chance où j'ai des quartiers qui sont en compétition et qui sont venus encore me donner un coup de main. La population va continuer à toujours garder les espaces. Parce que nous allons continuer à sillonner encore les espaces qui sont nettoyés pour voir vraiment est-ce que c'est maintenu d'être toujours propre. Parce qu'on sait que quand on a nettoyé maintenant, peut-être demain, ils vont encore laisser encore les ordures et tout ça. Donc je pense qu'on souhaite que les gens soient motivés. On a la volonté de continuer à rendre propre nos quartiers. Ils vont donner les résultats peut-être dans 2 semaines. Et bientôt, on va voir le meilleur qui va gagner. Ils vont prendre les lots. Et nous allons continuer à organiser ça d'ici en 2025. Maintenir les villes propres à travers les campagnes de sensibilisation reste le cheval de bataille de l'ONG Ville Propre et les résultats de ce concours vont être proclamés dans les tout prochains jours. Et pendant ce temps, le collectif du Vaudou-Dan des Setorla a honoré la divinité le week-end écoulé. La cérémonie a eu lieu à Dantokpa. Des dignitaires du Vaudou-Dan y ont pris part. Gloria Oné. Dantokpa, plus grand marché du Bénin, son histoire reste liée à la divinité Dan. Dan qui procurerait prospérité, force et santé. Ce marché reflète la culture et les traditions locales. La cérémonie, elle a commencé depuis jeudi. Jeudi, nous sommes venus toiletter le vaudou, lui donner son bain spirituel. Et le vendredi, hier nuit, on était ici avec les autorités de la ville de Cotonou, en tout cas les autorités à divers niveaux, pour faire ce qu'on appelle Agbandoto. Agbandoto là, c'est un sacrifice hautement spirituel. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas t'approcher. On va tuer un bœuf sur le colis. Le colis qui est le sacrifice, et les gens vont prendre la pirogue pour aller jusqu'à l'embouchure, pour aller déposer ça entre la mer et le fleuve. C'est ça qui active le bonheur. Le Vaudou-Dan est une partie intégrante de la vie de certains usagers du marché, ce qui influence parfois les activités commerciales et les interactions sociales. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour faire du prière Terourou à notre culte Dan, pour profiter de faire prière à notre président de la République et le maire de la ville de Cotonou. En raison de la congestion, de l'insalubrité et de la nécessité d'améliorer l'organisation urbaine, le déplacement du marché d'Antokpa fait l'objet de discussions. Il y a fait un bonsoir, parce que le marché ici d'Antokpa là, pour ne pas mentir, il y a trop de bousculage. On peut enlever ça et mettre une autre chose ici. Même pour faire un autre terrain, pour faire un terrain de sport, ici c'est encore bon pour notre cul dedans. Mais dans là, il ne peut pas quitter ici. Lui, c'est sa place ici. On ne peut pas le déplacer. Mais on peut déplacer le marché. Le marché d'Antokpa se déplace vers d'autres sites et la divinité Dan reste. Direction Parakou, où la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs réunit plusieurs acteurs et ils s'informent sur les stratégies pour limiter les conflits intercommunautaires. Sylvain Savy et Olviga Menson nous en disent plus. De mise en œuvre et les bénéficiaires à la base. Pendant 3 jours, ils ont reçu les armes nécessaires pour réussir les différents programmes en lien avec la cohésion sociale au niveau des communes. Nous sommes
vraiment très contente d'être ici à Parakou, à côté de l'haut-commissaire, pour soutenir le programme de sédentarisation du gouvernement du Bénin à travers notre programme PAIX, qui signifie Programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage. Ce processus de mise en œuvre de PAIX et COSO est multi-acteurs et nécessite d'être inclusif pour permettre d'anticiper les éventuels conflits qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme. C'est pour cela que nous appuyons l'introduction de l'approche GPSC, qui signifie Gestion de programmes sensibles aux conflits, qui est mise en œuvre par Helvetas. Ainsi, les maires peuvent désormais mettre en œuvre leur plan de développement communal et faciliter l'interrelation entre les différentes communautés de manière plus efficace. Nous avons encore une autre vue large de comment est-ce que nous allons nous prendre pour que nous puissions minimiser tout ce qui est sensible au conflit pour la réussite de ces différents programmes qui sont mis pour que nous puissions avoir la cohésion sociale au niveau de nos communes. Tout ce que nous avons appris ici, nous allons le répliquer au niveau de nos communes pour que les programmes, surtout en ce qui concerne la sédentarisation, la cohésion sociale, puissent avoir du succès au niveau de nos différents territoires. Et je me réjouis vraiment de voir l'engagement de tous les acteurs. J'ai foi que tous les acteurs que j'ai vus ici ont cette volonté non seulement d'apprendre, d'accord, mais également de partir et de mettre en œuvre, de mettre en pratique ce qu'ils ont eu à recevoir comme connaissance pendant ces 3 jours. Si la paix est un comportement, la cohésion sociale l'est tout aussi, d'où l'intérêt de cette formation sur la gestion des programmes sensibles aux conflits. Et je vous l'annonçais dans les titres, le groupement intercommunal des collines fête cette année 20 ans d'existence. Pour marquer l'événement, les membres ont inauguré leur nouveau siège à Dassazoumé. Pierrette Adayossi et Kadnel Kapo pour les détails. Le groupement intercommunal des collines a un nouveau siège, construit en plein cœur de la ville de Dassazoumé, d'un coût estimatif de 96 millions de francs CFA sur financement des communes. Le joyau de type rez-de-chaussée à usage administratif est dimensionné pour accueillir 2 niveaux supérieurs. Le bâtiment a une surface au sol de 448 mètres carrés et un plan architectural composé de 12 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente, d'un aménagement d'espaces verts, d'une aire de parking pour motos et véhicules et d'un forage équipé de pompes à motricité à partir de panneaux solaires pour l'alimentation en eau et d'un groupe électrogène de 16 kVA. Ce siège est construit sur les ruines de l'ancienne sous-préfecture entre-temps appelée district. Il est le symbole de la solidité et de la solidarité intercommunale. C'est aussi un de nos objectifs, l'autonomisation et l'autofinancement progressif du GIC. La préfecture de Dassazoumé, que j'ai l'honneur de diriger, mes collaborateurs et moi-même, vous apporterons notre ferme soutien pour la pérennisation des acquis du GIC. Prières musulmanes et catholiques, animations culturelles ont meublé cette cérémonie d'inauguration, couplée de ces noces de porcelaine. Que de chemin parcouru. 20 ans sont passés et nous continuons de porter haut l'étendard du GIC. Ce n'est pas le lieu ici d'exposer les appuis ni les acquis du GIC pour nos communes. Mais les enjeux et défis qui nous restent sont suffisamment grands. Le chemin a été long, mais les résultats sont merveilleux. C'est à l'actif de tous les cadres, de tous les maires, de tous les cadres communaux et de toutes les populations des collines. Nous souhaitons que les activités du GIC continuent
et qu'on soit toujours des partenaires. Le GIC, mis en place par l'Union communale du département des Collines, ce groupement se veut être un instrument de coopération intercommunale. Sa mission est de promouvoir un développement économique et social concerté des communes membres. On s'intéresse à présent à l'Assemblée générale statutaire des anciens du lycée Béhanzin. C'était samedi. La rencontre a permis de faire le bilan des activités au bout de 5 ans d'existence de l'association et de passer en revue les perspectives. Firmin Bassao et Michel Ebé. Longtemps considérée comme un patrimoine national en matière d'éducation, l'école Victor Ballot, aujourd'hui lycée Béhanzin, tombe dans la désuétude. Depuis bientôt 5 ans, cet établissement d'enseignement secondaire public bénéficie de l'attention de l'Association des anciens ballotins et Béhanzinois. Les organes dirigeants décident de faire le bilan de leurs actions au détour de cette Assemblée générale statutaire. Au plan infrastructurel, reconstruction de l'espace de restauration des usagers du lycée, construction d'un forage avec château d'eau au profit des usagers du lycée, réhabilitation d'une batterie d'une demi-douzaine de WC avec la mise en place des appareils neufs, réhabilitation du bloc administratif du lycée, le Saint des Saints. Nous ne pouvons oublier le phare directeur qui a été pour nous la réhabilitation de cette salle de conférence qui est devenue une référence pour son usage multiple dans le milieu éducatif de la ville de Porto-Novo. Au plan moral et éducationnel de promotion de l'excellence, je peux vous dire, nous avons pu organiser 2 journées de promotion de l'excellence au sein du lycée Béhanzin. L'association est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés qui ont pour nom le bas niveau des finances, le retard accusé dans l'obtention du statut d'association d'utilité publique et bien d'autres défis évoqués ici par ses responsables. Il y a 5 ans, quand nous étions ici, on était plus de 200. Donc des gens venus de l'extérieur, expressément pour ça. Au fur et à mesure que nous avançons, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les organes dirigeants, le conseil d'administration surtout, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut que les membres soient convaincus de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça, si vous avez écouté, le comité de suivi qui doit veiller au suivi des activités là, a initié un sondage. C'est-à-dire qu'il faut interroger les camarades pour savoir quel est le problème. En guise de recommandation, le comité de suivi souhaite la mise en place d'un mécanisme approprié de tous les membres pour une bonne assemblée générale en 2025. Fin de l'édition 2024 de la Coupe des Nations de volleyball organisée par la Confédération africaine de volleyball, la zone 3, du 9 au 15 septembre. La ville de Parakou a vibré au rythme de cette compétition qui a réuni 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Nigeria. Le Bénin a présenté 2 équipes dans chaque catégorie, dames et hommes. Dans les 2 catégories, le Bénin finit vice-champion derrière le Nigeria. Blaise Atanko. Pour une première organisation de la Coupe des Nations de volleyball U17 zone 3, les objectifs semblent atteints pour Ali Yaro. Alors, avec notre double casquette de président de fédération et de président de la zone 3, je peux dire que nous avons été très satisfaits de ce défi qui vient d'être relevé. Le Bénin dans cette compétition qui s'est déroulée à Parakou s'est hissé en finale chez les hommes et chez les dames, mais à chaque fois barré par le Nigeria. Perdre la finale contre le Nigeria, nous n'allons pas cracher sur ça. C'est des habitués à cette compétition, c'est des habitués à la compétition africaine. Les Guépards U17, dans leur face-à-face avec les Super Falcons, ont tenté de briller. Au premier set, ils tiennent tête mais perdent 21-25. L'expérience nigériane va faire la différence ensuite. 13-25 au deuxième set et 11-23 au troisième set. Les Guépards U17 sont en argent. L'or est pour le Nigeria. Il y avait la malcompréhension. On n'était pas
bien organisé. On a perdu sur les petits détails. Sur les petits détails, beaucoup plus au centre. Je crois que si on avait eu beaucoup plus de temps de préparation, on allait faire un résultat meilleur. Les Amazones U17 ont livré une belle prestation sans vraiment résister face aux Nigérianes. Elles vont s'incliner en finale 3-7-0, 10-25, 16-25, 9-25. Bon, je pense qu'on s'est vite découragé. C'est surtout ça, c'est le découragement et puis on n'a pas su se soutenir. C'est ce qui nous a manqué. On était bien motivés pour cette rencontre, mais malheureusement sur le terrain, on n'a pas ressenti cette motivation. C'est vrai, vous avez constaté que nous avons été battus en hommes et en dames, mais je suis globalement satisfait de tout ce qui a été présenté par nos jeunes. À travers la Coupe des Nations U17 Zone 3, la Confédération africaine de volleyball donne une importance aux catégories d'âge sur le continent. Alors, ensemble avec mes autres pairs, les présidents de fédération, nous avons décidé, pour être dans la droite ligne des Jeux africains de la jeunesse, de reprendre les choses à la base, de reprendre les choses avec les jeunes. Au tableau des médailles, en tête le Nigeria, champion, le Bénin vice-champion et le Burkina Faso quitte par à coup avec la médaille de bronze en hommes. Hors du Bénin en Tanzanie, la police arrête des leaders de l'opposition qui prévoyaient une manifestation en France. Une députée macroniste a été nommée porte-parole du gouvernement. Et enfin, en Ukraine, le président Zelensky présente son plan de victoire aux États-Unis dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Aelodju Amusu, Saint-Tiche-Quimpo. La police tanzanienne a arrêté ce lundi 14 personnes, dont les 2 dirigeants du principal parti d'opposition qui avaient appelé à braver une interdiction des autorités et à manifester dans la capitale économique contre la disparition de militants malgré l'important déploiement des forces anti-émeutes. Un déploiement pour dissuader tout rassemblement. Selon un collectif d'avocats, 83 personnes ont été enlevées ou ont disparu entre 2016 et 2024. La députée macroniste Maude Brejon a été nommée porte-parole du gouvernement de Michel Barnier en remplacement de Prisca Thévenot qui occupait ce poste. Si je sais que nous pouvons compter sur toi ici, sache que tu pourras compter sur nous là-bas, à l'Assemblée nationale. Nous serons pour vous un socle parlementaire solide, responsable et bien évidemment vigilant. Proche du ministre sortant de l'Intérieur Gérard Darmanin, cet élu des Hauts-de-Seine est une des figures médiatiques du parti présidentiel Renaissance. Je suis enfin et depuis plusieurs années, longtemps aux côtés de Prisca, une porte-parole qui sait particulièrement qu'à l'heure des fake news et des algorithmes, l'importance de la presse est cruciale. Et je défendrai donc pied à pied ce journalisme libre et indépendant, sans lequel les lumières de notre République risquent de s'éteindre. Ancienne ingénieure de l'EDF, elle est une fervente partisante du nucléaire et s'est distinguée à l'Assemblée comme rapporteur du projet de relance de la filière adopté en mai. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit ce lundi sa visite aux États-Unis où il doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe. À son arrivée dimanche, il s'est rendu dans une usine d'armement en Pennsylvanie qui produit notamment des obus de 155 mm très utilisés par l'Ukraine face aux forces russes. Estimant que cet automne sera décisif pour la suite de la guerre, Zelensky a annoncé que son homologue américain serait le premier à voir dans le détail ses propositions pour mettre fin au conflit avec la Russie qui a débuté en février 2022. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.